Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin exige que le gouvernement intègre les AME dans la fonction publique. Depuis 6 ans, ils assurent l'essentiel des cours dans de nombreux établissements, mais sans statut stable. Un regard, une lumière. En ce 19 août, la journée mondiale de la photographie célèbre celles et ceux qui figent le monde à travers leur objectif. Derrière chaque cliché, il y a une histoire, une émotion, un instant que le temps ne pourra plus effacer. De la chambre noire au capteur numérique, la photographie n'a cessé d'évoluer. Au cœur de l'actualité internationale, les autorités burkinabées ont déclaré persona non grata la représentante de l'ONU, Carole Flore, l'accusant d'avoir co-présidé un rapport jugé mensonger sur les violations contre les enfants. La Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin demande la concrétisation de la promesse gouvernementale de reversement des AME en agents contractuels de droit public de l'État. Recrutés à l'issue de tests sélectifs, les AME portent depuis 6 ans le flambeau de l'éducation dans des centaines d'établissements secondaires du pays. Les enseignants aspirants soulignent que le statut reste fragile. Suivant. Quand on parle de résolution des problèmes des AME, honnêtement, je ne voudrais pas être ingrat. Il y a eu quelques avancées, mais qui ne permettent pas à l'AME ou aux enseignants AME de souffler, qui ne leur permettent pas de travailler avec le cœur, d'accord. Quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, ils sont pour la plupart à 28 heures de cours. Quand on dit 28 heures de cours, c'est harassant, vous voyez, et ça ne leur permet pas d'être à l'aise dans le travail qu'ils font. Depuis 2019, où ça a commencé, les AME s'échinent malgré leurs mauvaises conditions de vie et de travail. Qu'est-ce qu'on attend? On attend rien que le reversement. Le reversement, le chef de l'État lui-même l'a promis. Vous voyez, c'est toujours pour améliorer les conditions de vie et de travail des AME. Depuis 2022 que l'annonce a été faite, rien jusque-là. C'est resté lettre morte. Vous voyez, les AME attendent du président Patrice Talon, puisqu'il est en train de finir son mandat, de les reverser. Les AME attendent que le président Patrice Talon les reverse en agent contractuel de droit public de l'État. Vous voyez, parce que si ils sont restés à ne pas bouder, ils sont restés à ne pas aller en grève. Bon, on dit qu'il est interdit que les travailleurs aillent en grève. Les AME ne sont pas des travailleurs. Vous voyez, ils peuvent aller en grève, bon, parce qu'il y a un ministre dans ce pays qui a dit que l'État ne doit rien aux AME. Donc, ils peuvent aller en grève, vous voyez, mais nous ne voulons pas ça. Nous, représentants de la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin, nous ne voulons pas que les AME boudent, que les AME aillent en grève. Nous voulons simplement que le chef d'État honore sa promesse en reversant les enseignants AME en agent contractuel de droit public de l'État. Ils sont en train de pointer du doigt le nombre. Le nombre, c'est un fait. Mais nous pensons que le gouvernement a les moyens de reverser tous les AME. Parce que quand nous écoutons les chiffres qu'on avance par rapport à l'économie du pays, l'économie se porte bien. Donc on peut reverser les AME s'il n'y a pas mauvaise volonté. Vous voyez? Mais à défaut de reverser tout le monde, mais la première vague tout au moins, la vague de 2019, la vague qui a fermé à l'annonce de cette promesse-là, la vague qui fermait 3 ans d'expérience, comme le chef de l'État lui-même l'avait dit, il faut que cette vague-là, cette première vague-là soit reversée. Aujourd'hui, nous sommes en train de fermer 6 ans. 6 années dans la préinsertion, dans l'incertitude, dans la précarité. Nous voulons que le reversement prenne effet à compter de la rentrée qui s'annonce là. C'est ce que nous demandons au chef de l'État.
Autre actualité dans ce journal, ce mardi, le monde rend hommage à un art qui transcende les époques et les frontières, la photographie. À l'occasion de la Journée mondiale de la photographie, photographes, amateurs et professionnels mettent en lumière leur passion pour l'image et son pouvoir de capturer l'instant. Entre art, mémoire et expression, elle reste un pilier de la culture visuelle contemporaine. Retour sur son histoire dans cet élément. Le 19 août de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la photographie, un événement qui met à l'honneur l'art de la photographie sous toutes ses formes. Cette journée n'est pas seulement une occasion de célébrer la beauté des images capturées, mais aussi une opportunité de réfléchir à l'impact que la photographie a sur la culture. De ses humbles débuts à son omniprésence dans le monde numérique, la photographie a transformé la manière dont nous percevons le monde. L'histoire de la photographie remonte au début du 19e siècle, à une époque où les scientifiques et les inventeurs cherchaient des moyens de capturer des images de manière permanente. L'une des premières étapes majeures vers l'invention de la photographie a été la découverte des propriétés photosensibles de certains matériaux. Dès les années 1820, l'inventeur français Nicéphore Niepce a commencé à expérimenter avec une substance appelée bitume de Judée qui durcit lorsqu'elle est exposée à la lumière. Avec l'invention du film photographique par George Hetman en 1888 et la création de la première caméra portable, la photographie est devenue plus accessible au grand public. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère où les souvenirs pouvaient être capturés et partagés plus facilement. L'arrivée du numérique dans les années 1990 a encore une fois bouleversé le monde de la photographie. Les appareils photo numériques ont éliminé le besoin de films et de développement chimique, rendant la photographie instantanée et plus accessible que jamais. Aujourd'hui, avec la prolifération des smartphones, presque tout le monde porte un appareil photo dans sa poche, capable de capturer et de partager des images en un instant. Avec l'essor des réseaux sociaux, la photographie a pris une nouvelle dimension. De plus, l'essor des smartphones équipés de caméras haute résolution continue de rendre la photographie plus accessible et plus démocratique. Alors que les outils deviennent de plus en plus puissants, la frontière entre les photographes professionnels et amateurs continue de s'estomper, donnant lieu à une diversité et à une créativité sans précédent dans le monde de la photographie, et l'on se demande quel est l'avenir du métier de la photographie. Et dans l'actualité internationale, le gouvernement du Gabon a décidé d'interdire aux expatriés d'exercer certains petits métiers. Cela pour lutter contre le chômage et prendre progressivement le contrôle de la petite économie du pays. Désormais, les étrangers vivant au Gabon sont interdits d'exercer le commerce de proximité, l'envoi et la réparation de téléphones et de petits appareils, la coiffure et les soins esthétiques de rue. Le reportage. Revendeurs, gérants de cabines téléphoniques et d'envoi d'argent, réparateurs de téléphones, coiffeurs, esthéticienne de rue et toute autre activité impliquant l'exploitation de petits ateliers sont des métiers désormais interdits aux étrangers sur le territoire gabonais. C'est une décision du Conseil des ministres du 12 août dernier, présidé par Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République du Gabon. L'objectif est de renforcer la souveraineté économique et de favoriser l'entrepreneuriat national. Abordons la question du commerce informel. Le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Une part importante de ces activités étant exercée par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure. Commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes
exploitation de petits ateliers ou machines de jeu sans enregistrement. La mise en œuvre de cette interdiction se fera progressivement avec une période transitoire en concertation avec les collectivités locales. Selon Hamzat Abdoulaye, consultant géopolitologue, cette décision se justifie de plusieurs manières. On ne peut pas leur en vouloir dans la mesure où le taux de chômage de la jeunesse au Gabon prend des proportions inquiétantes dans le cadre où certainement aussi on constate que les diplômés gabonais ne sont pas tout de suite reconvertis dans des métiers qui proviennent généralement de leur formation de base universitaire. Et dans le même temps, on observe aussi sur le plan social une déliquescence, on va dire, du niveau de vie. Le panier de la ménagère n'est plus aussi suffisamment soutenu, ce qui fait que des réformes s'imposent. Alors quand on évoque les réformes, surtout en période de crise, parfois c'est des décisions très fortes. Très souvent on impute la charge de ces crises aux personnes étrangères, aux personnes qui occupent ces fonctions ou ces postes dans les pays en question. Mais est-ce que c'est véritablement la meilleure formule? Parce qu'il faut rappeler une chose importante, ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'il y a un projet structuré, clair de la part du gouvernement pour faire en sorte que les Gabonais, une fois qu'ils intègrent ces postes, seront soutenus, une fois qu'ils intègrent ces métiers, seront soutenus. Donc ça laisse beaucoup plus d'interrogations par rapport à l'avenir, beaucoup plus d'interrogations par rapport à l'intégration elle-même, et ça laisse encore plus de flou, une zone de flou par rapport à ce qu'est une réforme gouvernementale structurelle, surtout quand il s'agit de prioriser des ressortissants nationaux au détriment, bien sûr, des étrangers, même s'ils sont africains. Cette décision intervient dans un contexte de débat sur la place des étrangers dans l'économie gabonaise. Certains y voyant un moyen de protéger les nationaux face à une concurrence jugée déloyale, tandis que d'autres dénoncent une mesure xénophobe. Dans un contexte où les pays africains ont opté pour l'intégration, il est incompréhensible de voir un État prendre ces décisions au plus haut niveau. La coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, Carole Flore, a été déclarée persona non grata dans le pays. Dans un communiqué diffusé ce lundi, le gouvernement burkinabé s'est indigné du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé dans le pays, estimant qu'il a été élaboré sans concertation avec les autorités nationales et qu'il contient des informations non fondées. Le reportage. Le Burkina Faso a déclaré la coordinatrice résidente des Nations Unies persona non grata. Cette mesure a été prise par les militaires au pouvoir à la suite de la publication d'un rapport de l'Organisation des Nations Unies faisant état de violations à l'encontre d'enfants au Burkina Faso. Dans un communiqué, le porte-parole explique le nouveau statut de Carole Flore Smerechniak en accusant les Nations Unies de faire des affirmations sans fondement dans le rapport. Il est également reproché à l'organisation internationale d'avoir préparé ce document sans avoir impliqué les autorités burkinabées. Intitulé « Les enfants et les conflits armés au Burkina Faso », le rapport ne citerait aucune enquête ou décision de justice pertinente. Carole Flore Smerechniak est donc déclarée persona non grata pour sa responsabilité dans la coprésidence de l'élaboration de ce rapport. Elle avait été nommée coordinatrice résidente en juillet 2024. 2 ans plus tôt, les militaires au pouvoir avaient déclaré persona non grata une précédente coordinatrice résidente de l'ONU au Burkina Faso, l'Italienne Barbara Manzi. Le Qatar parviendra-t-il à ramener la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 à la table des négociations alors que les parties devaient conclure un accord de paix censé mettre fin aux violences qui déchirent l'Est congolais au plus tard le 18 août? Rien n'a été signé et les négociations semblent au point mort. Suivant. Ils n'ont pas réussi à respecter la date limite fixée à ce lundi 18 août pour parvenir à un accord de paix.
la République démocratique du Congo et le groupe rebelle M23 avaient signé le 18 août dernier au Qatar une déclaration de principe visant à entamer des négociations. Cet effort de médiation, organisé par le Qatar, n'a donc pas permis d'aboutir à une solution concrète dans le délai fixé à 1 mois. Quelques jours auparavant, le M23 accusait les autorités congolaises de ne pas respecter les dispositions de l'accord de cessez-le-feu. Le porte-parole du M23 affirme que les forces gouvernementales maintiennent leurs attaques malgré l'accord stipulant que les deux parties doivent s'abstenir. De son côté, Kinshasa accuse le M23 de lancer des attaques presque quotidiennes dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Si la situation semble tendue, un responsable qatari, cité par Reuters, affirme que les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre les négociations. Selon l'ONU, le conflit en cours a fait des milliers de morts et contraint des centaines de milliers de civils à fuir leur foyer. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête de l'armée ainsi que du Conseil souverain soudanais, a décidé ce dimanche d'intégrer dans les rangs de l'armée toutes les forces suppléantes qui combattent à ses côtés. Une guerre atroce l'oppose depuis avril 2023 aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Cette décision marque un tournant important dans cette guerre. Le reportage. Le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a pris la décision d'intégrer les forces suppléantes qui combattent à ses côtés au sein de l'armée régulière. Cette annonce marque un tournant dans la guerre qui l'oppose aux forces paramilitaires de soutien rapide depuis avril 2023. À la tête de l'armée, mais aussi du Conseil souverain soudanais, le général al-Burhan souhaite ainsi unifier ses forces. Entrée en vigueur dimanche 17 août, cette intégration permettra donc de maîtriser des forces composées du groupe conjoint des mouvements du Darfour qui défend la ville d'El Fasher, de la force bouclier d'Al Jazira, de la brigade islamiste Al-Bara'a et de plusieurs autres forces. Alors que l'armée soudanaise fêtait son 100e anniversaire la semaine dernière, le général al-Burhan a indiqué que seul un règlement militaire du conflit permettra de rétablir la stabilité, excluant ainsi la présence des paramilitaires dans un futur pouvoir soudanais. Trois jours après le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, une nouvelle réunion a eu lieu ce lundi à Washington entre le président américain et Volodymyr Zelensky, accompagné par la plupart des dirigeants européens. À défaut d'un cessez-le-feu, Poutine aurait proposé lors du sommet que l'Ukraine lui cède l'entièreté du Donbass. C'est après moi. Les présidents Volodymyr Zelensky et Donald Trump, ainsi que les principaux dirigeants européens, se sont rencontrés dans le bureau ovale ce lundi pour la deuxième fois de l'année. Le chef d'État américain a déclaré que les États-Unis seraient prêts à soutenir les efforts européens pour contrôler tout accord de paix en Ukraine. Nous avons parlé des garanties de sécurité. C'est un sujet clé pour commencer à mettre fin à la guerre. En d'autres termes, nous avons commencé à parler de ce qui doit être à la fin, c'est-à-dire de la défense, et nous avons commencé à travailler. Il est important que les États-Unis envoient un signal clair, à savoir qu'ils feront partie des pays qui aideront à coordonner et participeront également aux garanties de sécurité pour l'Ukraine. Je pense qu'il s'agit d'un grand pas en avant. L'une des questions centrales des pourparlers de paix est de savoir comment empêcher toute nouvelle agression russe à l'avenir. Bien qu'il ait exprimé son soutien à des garanties de sécurité pour l'Ukraine, M. Trump a exclu de permettre à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, ce qui étendrait la protection de l'alliance militaire aux pays assiégés. Tous, nous avons un accord, nous voulons la paix. C'est ce qui nous unit. Nous avons agréé plusieurs lignes qui sont importantes et qui n'étaient pas aussi claires, je dois dire, il y a quelques jours ou quelques semaines. La première, pour moi, la plus importante, c'est l'engagement américain de travailler avec nous sur les garanties de sécurité. Alors que les Européens cherchent à mettre en place une force qui pourrait soutenir tout accord de paix en Ukraine, M. Trump a laissé entendre que M. Poutine serait prêt à accepter des garanties de sécurité,
Son envoyé spécial Steve Witkoff a déclaré dimanche que Moscou était prêt à accepter des protections de type OTAN pour l'Ukraine. Sur la question des garanties de sécurité, l'accord a été que la coalition des pays volontaires, c'est-à-dire 30 pays qui travaillent déjà ensemble sur les garanties de sécurité, va maintenant travailler avec les États-Unis sur la coordination de ces garanties. Et nous avons déjà chargé nos équipes d'effectuer le travail détaillé sur ce point. À l'issue des discussions, M. Trump a appelé le président russe Vladimir Poutine afin de discuter de l'extraordinaire rassemblement des alliés. M. Trump a déclaré qu'il allait maintenant s'efforcer d'organiser une rencontre entre M. Zelensky et M. Poutine. C'est sur cette actualité que s'arrête ce journal. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedline.tv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.